Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Si on joue, c'est avant tout pour le plaisir que cette activité nous procure. Le fait de jouer pourrait-il alors améliorer notre bien-être ? Pour en discuter, je suis ravi d'avoir avec moi Elsa Bray-Dussault, psychologue clinique et créatrice du blog Lutipsy. Bonjour Elsa. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Je t'en prie. Alors, j'ai dit en introduction, tu es psychologue clinique. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail ? Oui, en fait, effectivement, psychologue clinique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, bon, j'ai le titre de psychologue de l'Ordre des psychologues du Québec, parce que je travaille au Québec. Puis, clinique, ça veut dire, en fait, que je travaille en milieu privé dans, 2 centres, en fait, de psychologie. Donc, je loue un bureau dans lequel je vois des clients, qui, consultent à la clinique. Donc, il y a une différence entre le milieu public et le milieu privé. Le milieu public, c'est soit milieu hospitalier, en CLSC, tandis que vraiment le milieu privé, c'est plus des centres de psychologie ou des cliniques, individuelles. Donc les gens, dans le fond, viennent, consulter par eux-mêmes. Donc je vois des, clients qui sont des enfants, des adolescents, des adultes et je fais également du, coaching parental. Le coaching parental, c'est qu'on vient aider les enfants, mais à travers un travail collaboratif avec les parents. Donc, je fais différentes formes d'intervention, selon les besoins. Donc, ça part des troubles anxieux aux troubles de l'humeur, à des difficultés relationnelles, troubles du déficit de l'attention, et cetera. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler avec, différentes personnes. L'objectif reste le même, c'est de l'intervention vers le mieux-être, puis d'aider dans le fond dans le fonctionnement et le bien-être des gens. Est-ce que tu es spécialisé dans le traitement d'une pathologie en particulier ? J'ai beaucoup orienté ma pratique vers les troubles anxieux, donc autant enfants, adolescents, adultes. Sinon dans le cadre de mes internats, donc on a un stage d'1 an et 2 ans d'internat à faire avant, de pouvoir être, doctorante en psychologie et par la suite psychologue. Donc, dans le cadre de mes internats, je me suis, spécialisée aussi dans tout ce qui est le trouble, du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je travaille, dans ce sens-là et j'ai aussi dans mon bagage, personnel, j'ai fait une maîtrise aussi en communication internationale, donc je travaille avec la diversité culturelle et j'ai aussi de l'expérience en, conditionnement physique et saines habitudes de vie. Donc, j'inclus aussi des approches dans tout ce qui est l'approche, motivationnelle, l'adoption de nouveaux comportements, les saines habitudes de vie, l'entraînement physique. Super, c'est complet. Oui, c'est tous mes intérêts que je combine ensemble dans l'intervention clinique. Et en plus, en parallèle, donc tu tiens un blog qui s'appelle Ludipsy, sur lequel on peut retrouver des articles, un podcast et des vidéos sur l'utilisation du jeu en santé mentale. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça signifie santé mentale ? Oui, ben, c'est intéressant parce que bon, je l'ai naturellement pas nommé, mais en fait, un autre passion, c'est justement les jeux, la ludification. Puis ça, je l'inclus en santé mentale. Santé mentale ici, exactement, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de santé mentale, on peut voir quelque chose de gros. Tu sais, souvent, c'est associé un peu à ces préjugés-là que santé mentale égale être fou, avoir des grosses problématiques. Mais dans la santé mentale, on peut aussi parler de bien-être, bien-être général. Santé mentale, on fait un peu la comparaison avec la santé physique. Tu sais, santé physique, quand on parle de problèmes de santé physique, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a une grosse maladie physique. Donc, on peut avoir des maladies, mais on peut aussi avoir des difficultés au niveau physique. Difficultés, par exemple, à avoir des saines habitudes de vie ou difficultés à s'activer physiologiquement. Mais c'est un peu la même chose au niveau de santé mentale, c'est que ça va sur un continuum autant de je me sens un peu morose, j'ai de la difficulté à gérer mes émotions, autant qu'on peut aller jusque dans le pathologique. Donc, le pathologique, si on parle vraiment de problèmes
de santé mentale, des troubles diagnostiques comme troubles anxieux, troubles de l'humeur, autant qu'on peut aller dans des troubles plus, neurologiques comme, par exemple la schizophrénie ou, des problèmes de bipolarité, bon, et cetera. Donc il y a comme vraiment un large continuum quand on parle de santé mentale, mais c'est important de comprendre que, exemple, en niveau clinique, quand les gens viennent consulter, ça peut être pour des remises en question existentielles, pour des difficultés dans la relation de couple, autant qu'effectivement, ça peut être dans des cas où est-ce qu'il y a, de la bipolarité, de la schizophrénie ou autre. Donc, il y a vraiment comme un continuum. Santé mentale, ça inclut tout ça. Et alors, pourquoi as-tu souhaité, commencer ce blog Ludipsy, qui te permet de rejoindre le jeu avec la santé mentale? Mmh. C'est une bonne question. Donc en fait, quand j'ai fait mon bac mon baccalauréat en psychologie, je me suis toujours intéressée à tout ce qui est les phénomènes de groupe et les phénomènes de culture et de sous-culture, et je trouvais que dans mon bac en psychologie, j'avais pas vu assez cet aspect-là. C'est très concentré sur l'individu à part entière. Donc, j'ai décidé de faire une maîtrise en communication pour aller chercher vraiment cet aspect-là un peu plus, macro, biopsychosocial. Et dans le cadre de ma maîtrise en communication, j'ai, eu un cours, d'études, sémiotiques avec, Maude Bonenfant, qui est, une des, cofondateurs justement du programme de maîtrise, communication, et jeux vidéo à l'UQAM. Bon, à ce moment-là, la maîtrise n'existait pas encore. Elle a été créée 1 an après, mon inscription, donc sinon j'aurais été, dans cette maîtrise. Mais dans tous les cas, j'ai quand même pu, à travers le cours, d'approche sémiotique, heu, voir un peu plus le lien qui se fait justement entre la santé, mentale, le bien-être et la sous-culture qui est en fait la sous-culture des jeux, la ludification, l'univers, de gamification ou de ludification en français. Et c'est là que ça a commencé à germer un peu dans ma tête de voir, OK, comment est-ce qu'on peut étudier et même intervenir, travailler éventuellement avec le bien-être mental, la santé mentale et l'utilisation de la ludification, donc des processus de jeu à travers l'intervention, mais aussi à travers les jeux eux-mêmes. Donc ça a commencé à germer à la maîtrise. Par la suite, bon, j'ai fait mon doctorat en psychologie, je me suis orientée plus sur une autre approche. J'ai travaillé un peu plus sur les concepts de minorité, donc les minorités sexuelles et culturelles, heu, qui a un autre intérêt. Puis c'est vraiment à la fin de mon doctorat, avec le confinement, que j'ai eu le temps et l'énergie de pouvoir concrétiser un peu plus ce projet-là qui germait dans ma tête depuis la maîtrise. Et là, je me suis dit: «Bon, ben, c'est le moment». J'avais du temps, j'avais de l'énergie, j'ai décidé de me lancer un peu plus dans ces questionnements-là. Et l'objectif principal de la plateforme Ludipsy, bon, au départ, c'était vraiment un blog pour partager des articles, heu, de vulgarisation, d'informations sur justement les relations entre la ludification, les jeux vidéo, les jeux de société, les jeux de rôle et la santé mentale. Puis graduellement, ça l'a grandi en, podcast avec des collaborateurs, donc avec des joueurs, avec des intervenants en santé mentale qui utilisent le jeu, avec des, créateurs de contenu qui intègrent des concepts de santé et de bien-être, bon, et cetera. Et c'est devenu une plateforme vraiment un peu plus interactive sur laquelle j'essaie de vraiment faire, du réseautage, créer des relations, sociales et collaboratives et professionnelles entre les différentes personnes impliquées dans l'univers du jeu. Et là, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a plusieurs personnes qui collaborent, il y a des gens qui écrivent des articles, des personnes plusieurs personnes collaborent, notamment toi, dans les podcasts, donc à l'international. Donc là, c'est rendu vraiment intéressant, heu, vraiment d'aller mélanger, les différents savoirs, à l'international au niveau du jeu et de la santé mentale et du bien-être. Et alors, à travers les études que tu as suivies et puis, ta pratique, professionnelle, est-ce que tu as vu des avantages à l'utilisation, du jeu en psychologie clinique? Les avantages de l'utilisation du jeu, oui, oui, effectivement. On peut l'observer.
Bon, la réponse un peu facile, c'est de voir tous les bienfaits que ça a au niveau de l'intervention avec les enfants. Donc là, ici, je vais parler plus spécifiquement d'intervention individuelle parce que pour le moment, je fais pas d'intervention de groupe. Hem, Éventuellement, avec le déconfinement et autres, c'est un objectif à long terme. Mais disons, au niveau des enfants, déjà l'utilisation du jeu, ou de la ludification, ça permet de vraiment favoriser la création d'alliances thérapeutiques qui est essentielle à l'approche thérapeutique. Donc, pour vraiment intervenir avec un enfant, travailler sur des éléments, ben, il faut qu'il y ait une bonne relation. Et cette relation-là, parfois, peut être difficile parce qu'il y a certains jeunes qui ont de l'anxiété, de la gêne, et il y a certains jeunes aussi qui ont consulté plein de professionnels, que ce soit des orthopédagogues, des travailleurs sociaux, des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres, et cetera. Donc, à un moment donné, ça peut être difficile pour eux de créer un lien de confiance et le jeu, c'est vraiment un bon outil de communication puis de confiance. Donc, il y a cet élément-là. Il y a également les jeux, ça permet de venir, travailler, observer, en fait, certaines dynamiques sociales, la communication, l'empathie, le partage, la collaboration. Il y a certains jeunes qu'on va voir que, difficile pour eux de perdre. Certains jeunes qui vont modifier les règles, mais est-ce que là, c'est un aspect créatif ou c'est parce que justement, ils veulent pas perdre, fait qu'ils vont essayer de tricher d'une certaine manière? Donc, on observe vraiment différentes, habiletés sociales et interpersonnelles à travers le jeu avec les enfants. J'utilise aussi le jeu comme outil, de communication et pour favoriser les liens familiaux. Donc souvent, je recommande certains jeux à jouer à la maison, en famille, pour venir travailler différentes habiletés, comme l'empathie, comme l'écoute, le travail collaboratif. Il y a plusieurs jeux coopératifs qui permettent le de travailler des habiletés de collaboration avec les enfants. Puis là, c'est un travail qui se fait autant chez les parents que les enfants, c'est vraiment intéressant. Des fois, on joue aussi, des petits moments où est-ce que les parents et les enfants jouent en séance. Puis là, j'observe, puis là, je vois un peu la dynamique qui est mise en place. Hem, bon et finalement, ben, il y a avec les adultes, bien sûr. Pour le travail, l'intervention avec les adultes, c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe parce que bon, je nommais que je travaille beaucoup avec, les personnes avec troubles anxieux et souvent qu'est-ce qui est mis de l'avant, c'est qu'il y a une difficulté à être dans le lâcher prise et le plaisir. Donc le jeu, c'est pas quelque chose qui vient naturellement, tu sais. On peut pas dès les premières rencontres dire: «OK, ben là, on va gérer l'anxiété en jouant». Donc il y a comme un blocage naturel à ce niveau-là et c'est vraiment plus facile avec des gens qui sont déjà enclins à l'utilisation du jeu. Donc les gens qui s'auto-identifient comme gamers. Donc déjà, il y a une approche, un lien de confiance qui se crée, c'est plus facile d'intervenir en utilisant le jeu. Mais sinon, graduellement, pour travailler, excuse-moi, un peu plus avec ce qui est l'anxiété de performance, j'utilise aussi le jeu, le lâcher prise, puis la prise de moments de temps personnel, pour, vraiment venir gérer un peu plus l'anxiété. D'accord, donc c'est plus, de l'utilisation du jeu comme outil qui va t'aider à entrer en relation avec les gens, à créer un cadre favorable. Mmh. Pour l'instant, on ne parle pas encore, d'utilisation du jeu pour, traiter une pathologie. Un peu plus avec l'anxiété, en fait. Si je pourrais nommer une pathologie, qui se travaille bien avec l'utilisation du jeu, c'est justement l'anxiété. Donc l'anxiété se travaille bien avec l'utilisation du design de jeu, le contexte un peu du jeu. Il y a pas des jeux en particulier, donc des jeux sérieux que je connais qui vont vraiment bien traiter l'anxiété, mais c'est plus vraiment le concept de ludification, donc de s'amuser et d'associer le plaisir pur et simple. Parce qu'on s'entend que dans les jeux, que ça soit un jeu de société ou un jeu vidéo, heu, l'important et l'élément central d'un jeu, c'est d'avoir du plaisir. Et c'est cet élément-là qu'on veut vraiment faire ressortir à travers différents éléments. Ça peut être à travers un jeu vidéo, un jeu de société, mais ça peut être aussi à travers transformer un moment de sa vie en mettant l'accent pur et simple sur le plaisir et créer cet événement-là de vie comme un jeu.
Le meilleur exemple, c'est que, j'utilisais les concepts du jeu, donc de la ludification avec des parents, surtout des parents qui ont pas le temps pour ils prennent pas le temps pour eux, beaucoup axés sur leurs, enfants, le bien-être, les responsabilités ménagères, les tâches, responsabilités en général et cetera. Et là, c'était d'apprendre et de travailler avec ces adultes-là, ces parents-là, pour amener, se prendre du temps de jeu. Donc exemple, ben, je m'amuse à, lire un livre ou je prends ce temps-là juste pour, prendre du temps pour moi. Tu sais, ça devient plaisant le moment où est-ce que je prends le temps de vraiment prendre ma douche, puis de me coiffer, puis de me maquiller. Tu sais, c'est mon moment à moi parce que j'ai du plaisir. Je prends le temps de mettre l'accent sur tous les éléments qui m'apportent du bien-être. Donc tous les concepts de ludification qu'on retrouve dans les jeux, parce que dans les jeux, on se crée cette bulle-là immersive dans laquelle le reste, on le met de côté. On profite du moment présent. Chaque élément, on le vit comme une récompense. On est satisfait de soi, de ce qu'on accomplit. Oui, il y a un aspect un peu stratégique, mais l'important, c'est vraiment je profite du moment présent et du bien-être. Donc, c'est de ressortir un peu cette mécanique-là du jeu à travers la ludification, puis vraiment le mettre en place dans des événements de vie, des principes de vie, autant dans l'individuel qu'avec les enfants aussi. Donc, dans la relation avec les enfants, par exemple, ou même dans des relations de couple, c'est de ramener le plaisir au centre. Donc, la ludification, puis de même trouver les relations interpersonnelles sous forme de jeux et d'activités ludiques. Est-ce que tu arriverais à nous donner un exemple qui serait un peu concret? Pas forcément un exemple réel, mais quelque chose que tu inventes et pour nous expliquer comment est-ce que ça pourrait être mis en place? Oui, oui. C'est sûr que là, ça paraît dit de manière très, très simple, mais c'est un long processus qui se met en place. Mais disons, de manière très brève, par exemple, disons une personne qui a un trouble d'anxiété généralisée. Donc une personne qui a tendance à avoir de la difficulté à profiter du moment présent parce qu'elle est constamment, préoccupée par l'incertitude, l'inconnu. Elle va beaucoup être axée sur le futur. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que j'ai oublié telle chose? C'est important que je fasse telle chose? Bon, et cetera. Donc un élément qu'on veut travailler avec le trouble d'anxiété généralisée, c'est la capacité, bien sûr, à ne pas tomber dans les pensées envahissantes et à se couper du futur pour s'ancrer dans le moment présent. L'ancrage dans le moment présent, c'est souvent difficile pour ces personnes-là parce que, justement, il y a la peur de l'incertitude et cette peur-là de l'incertitude va les pousser à faire ce qu'on appelle la surplanification. Ça veut dire à prévoir leur semaine d'avance, à, planifier dans les moindres détails leur horaire. Il y a pas de plage et de manœuvre à l'imprévu. Ce qui fait en sorte que souvent, ça va nuire à les relations interpersonnelles dans le couple ou avec les enfants parce que, tout est planifié au quart de tour, à la minute près et c'est des personnes, de ce que j'observe en clinique, qui ont beaucoup de difficultés à bien profiter des moments avec leurs enfants parce qu'ils vont être constamment en train de se préoccuper d'autre chose. Donc en fait, quelque chose que je travaille avec, ces parents-là, c'est de mettre en place des petits moments. Donc ça peut être un 15 minutes pour commencer, puis là graduellement on augmente, mais un 15 minutes dans lequel justement l'objectif pour eux, c'est d'arriver le plus possible à profiter de ce 15 minutes-là dans le moment présent avec leur enfant, d'être dans le plaisir. Et là, ça peut être à travers l'utilisation de jeux. Donc des jeux, qu'on va y aller, qui sont pas trop encadrés non plus. Ça peut être un jeu créatif, l'utilisation de Lego, ça peut être le dessin ou ça peut être un jeu coopératif avec leurs enfants, donc rien de compétitif ici, on va être dans le pur plaisir et dans lequel il y a pas de cadre, il y a pas de temps de structure. Donc le but, c'est de s'amuser. Si l'enfant veut modifier les règles, on laisse modifier les règles. Si l'adulte, veut changer des règles, elle aussi, la personne peut le changer et l'objectif justement dans ce moment-là, c'est de se concentrer sur toutes les petites choses qui sont mises en place, qui apportent du plaisir. Donc, je ressens du plaisir en ce moment à jouer avec mon enfant. Je me concentre sur, le fait que mon enfant il rit. Ben je me sens bien.
«Ah non, là, je commence à me préoccuper de telle chose», je me recentre sur le plaisir que le jeu m'apporte. Donc ça peut être à travers, comme j'ai dit, l'aspect créatif ou vraiment utiliser un jeu. Ça peut être un jeu vidéo, un jeu de société dans lequel on prend ce moment-là, puis vraiment le jeu devient l'élément qui nous aide à gérer notre anxiété puis à être ancré dans le moment présent. On se recentre sur le jeu et on se recentre sur la relation avec l'enfant, par exemple. Donc, ça devient non seulement un moment de communication, de partage avec l'enfant, mais ça devient un médium pour aider à gérer les pensées envahissantes. Mmh. Et cette séance de jeu, c'est quelque chose qui se passe du coup, à la maison ou en séance avec toi? Oui, à la maison. Donc ça, c'est des éléments que, en séance, on fait la préparation, on vient travailler sur, bon, identifier, c'est sûr que la prise de connaissance, on identifie qu'est-ce qui est problématique, on identifie les traits de personnalité sous-jacentes, le trouble diagnostique, et après on fait de la préparation à ce qu'on appelle l'exposition. L'exposition à l'anxiété, ça veut dire qu'on va s'exposer à vivre de l'inconfort parce que c'est inconfortable pour une personne avec, un trouble d'anxiété généralisée ou, de l'anxiété de performance. Ça peut être très anxiogène de ne «rien faire» entre guillemets et là, si je lui demande de jouer, ben, c'est difficile pour cette personne-là. Donc je la prépare, on se prépare mentalement à ça et après ça, ben, c'est de pratiquer concrètement à la maison. Puis on fait des retours en rencontre là-dessus. On identifie qu'est-ce qui a moins bien été. Est-ce que tu as été capable de le mettre en place? Non, OK, c'était trop difficile. OK, peut-être un 5 minutes ou on le pratique plus souvent ou peut-être on change le jeu qu'on va utiliser pour s'immerger. Peut-être que c'était déjà un jeu qui rendait la personne anxieuse. Donc là, on va changer de médium. Donc ça se fait en, à la maison, les séances. Et du coup, oui, effectivement, tu parlais du choix du jeu. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu, proposes, une, série de jeux, que tu as déjà identifiés qui peuvent, procurer du plaisir à des personnes anxieuses? Mmh. Donc en fait, je pars toujours pour commencer des jeux qui sont présents chez les personnes, enfants, parents, adultes. Donc je pars de leur bagage de jeux, parce que, c'est toujours plus facile comme ça que d'aller dire aux parents d'aller acheter des jeux. Donc je pars de leur bagage de jeux. Parfois, il y a quand même des bons jeux, parfois, non. Sinon, par la suite, ce que je recommande, c'est des jeux, qu'on va nommer il y a des au je pense au Québec et en France, il y a comme une série, il y a les jeux de la compagnie Placotte, qui sont des très bons jeux, pour travailler au niveau psychoéducatif. Donc, c'est des jeux qui déjà ont une intention un peu plus de travailler les habiletés, sociales, communicationnelles. Par exemple, je travaille beaucoup avec les enfants d'à peu près 8 ans, avec le jeu qui s'appelle, Impro social. Donc ça, c'est un jeu pour travailler un peu plus l'empathie, les habiletés de communication, puis de compréhension des besoins. Donc ça, c'est un ça je là, ce que je divague un peu là, mais juste pour dire, ça, c'est l'intervention que je fais avec les enfants en rencontre. On joue au jeu, puis après ça, c'est des mises en situation. Exemple, je sais pas, mon frère, me vole mon chocolat chaud, qu'est-ce que je fais? Tu sais, est-ce que je le frappe? Est-ce que je le dis à mes parents? Est-ce que puis là, il y a différents l'enfant peut répondre à la question, puis il y a différentes options. Tu sais, il peut répondre de la bonne manière, il peut répondre d'une manière, immature, il peut répondre d'une mauvaise manière. Puis là, à travers ça, après ça, je fais des retours avec eux de dire: «OK, là, qu'est-ce qui se passe plus à la maison? Est-ce que tu réponds plus de cette manière-là ou cette manière-là?» Ça fait de la sensibilisation, puis ça permet de voir les relations. Donc ça, c'est des jeux qui sont déjà à but, éducatif que j'utilise. Il y a aussi Gladius, la compagnie Gladius qui ont parti des jeux aussi au niveau un peu plus éducatif. Je pense que c'est la chasse aux bestioles et Mmh l'usine de bonbons, quelque chose comme ça. Je me souviens plus du deuxième, mais qui sont des jeux qui peuvent être utilisés
avec les enfants en séance. Sinon, avec les adultes, c'est ça. Je recommande quand même les jeux placottes sont vraiment intéressants au niveau, éducatif. Mais sinon, il y a plein d'autres, petits jeux, qui peuvent être utilisés. Je recommande surtout des jeux, coopératifs. Donc, l'objectif principal ici n'est pas de gagner, c'est vraiment de collaborer pour pratiquer plein d'habiletés interpersonnelles avec les parents. Comme je le mets, je pars des jeux et des connaissances des parents parce que sinon ça rajoute un obstacle de plus pour un parent, surtout si un parent a pas de temps, aime pas tant jouer, tu sais, que c'est pas un joueur, ça devient un obstacle de plus après ça, qu'ils doivent acheter un jeu, qu'ils doivent apprendre un nouveau jeu, qu'ils doivent après l'enseigner à son enfant. Souvent les parents se découragent avant ça, puis, c'est pas mis en place. Donc il faut vraiment y aller avec la simplicité, sinon, c'est pas mis en place comme exercice. Ouais, je te rejoins là-dessus et Mmh. comme tu parles, d'obstacles, est-ce que même des gens qui ont des jeux chez eux, est-ce qu'ils sont ouverts à cette démarche? Est-ce qu'ils se disent, que c'est une pratique qui va les aider ou est-ce qu'ils sont plutôt surpris quand tu leur proposes de jouer, chez Mmh. eux? Oui, surpris, je pense que c'est une bonne réponse. Je considère, tu me diras ce que tu en penses, mais qu'il y a encore beaucoup de préjugés par rapport aux jeux lorsque un enfant est rendu en haut de 12 ans, disons. Hem Et surtout chez les adultes, le jeu est perçu un peu comme juste un passe-temps ou vraiment juste comme, j'ai une perte de temps parfois. Donc l'utilisation du jeu, c'est encore un processus qui a travaillé au niveau de la sensibilisation, puis vraiment des effets positifs sur l'intervention. Il y a beaucoup de personnes qui, comme je le mets, voient ça comme une perte de temps ou il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Ben j'ai pas le temps de jouer». Parce qu'effectivement, tu sais, c'est des parents, ensemble ou séparés qui ont 4 enfants, hem les enfants ont des cours le soir, il faut préparer le souper, il faut aller, faire la vaisselle, aller faire l'épicerie. Après ça, ben, c'est l'heure de coucher les enfants. Là, il y a beaucoup d'enfants qui veulent pas se coucher, donc toute la routine du dodo. Après ça, ben, tu sais, les parents ont à peine du temps pour eux. Donc effectivement, c'est, souvent, les parents voient ça comme: «Ouf, OK, là, vous voulez qu'on prenne du temps pour jouer en plus dans tout ça». Donc, souvent, c'est perçu comme, quelque chose de difficile à mettre en place dans l'horaire de vie. Par contre, les effets positifs que ça apporte sur la qualité de la relation, sur vraiment travailler la communication, les moments, particuliers privilégiés avec les enfants, parents-enfants, c'est tellement positif que, c'est sûr que c'est dans l'idéal, quand il y a c'est possible, c'est recommandé aux parents. Par contre, effectivement, je suis leur rythme, parce que oui, c'est difficile dans les horaires des parents d'avoir du temps vraiment pour, avoir des moments de qualité avec leurs enfants. Donc on essaye de créer ces moments-là, mais parfois il y a plein d'obstacles qui rendent ça impossible. Mmh. Et donc tu as effectivement remarqué des améliorations, de l'état anxieux de ces personnes, lorsque tu leur proposes de jouer? Mmh. Effectivement. Donc, là, bon, si on parle pour les enfants, relation parents-enfants, les éléments que j'observe le plus, c'est l'amélioration de la qualité de la relation. Donc, l'empathie parent-enfant et l'habileté de communiquer certaines émotions. Ça, c'est ce qui ressort le plus de positif dans le jeu, dans l'interaction du jeu. Et chez les adultes, c'est un peu plus justement dans, l'utilisation du jeu comme outil, dans l'ancrage dans le moment présent, donc de se laisser moins envahir par les pensées anxiogènes et la capacité aussi à prendre du temps pour eux dans le plaisir et le bien-être. Ce qui, tu sais, vite de même, ça sonne très facile, là, mais chez les personnes qui ont de l'anxiété de performance, anxiété généralisée, de l'épuisement ou des difficultés, avec des symptômes dépressifs, c'est très difficile d'être dans le plaisir, de prendre du temps pour soi. Donc ça, c'est une immense victoire quand quelqu'un arrive et me dit: «Ben, j'ai réussi à prendre du temps, j'ai réussi à m'amuser, j'ai joué cette semaine». Ouais, super. Ah bah, du coup, on va arriver un peu à la fin de notre échange. Est-ce que, tu peux nous parler de tes futurs projets ou des futurs projets de Ludipsy? Peut-être que ça va ensemble?
Mhm. Oui, ben, j'ai des projets ensemble et séparés. Dans ce sens que, bon, au niveau professionnel, comme je disais tout à l'heure, mes objectifs, c'est euh, de commencer à analyser et inclure un peu plus le jeu avec les personnes non gamers. Dans ce sens que, avec les personnes qui sont déjà des joueurs, Heu, intégrer le jeu, ça permet de vraiment renforcer l'alliance thérapeutique. Ça fait un beau travail. J'utilise vraiment le mécanique la et la le design, la mécanique de jeu dans la création de la relation et j'utilise justement les paramètres du jeu pour inclure des concepts. Tu sais, j'utilise souvent le jeu de rôle pour travailler sur les saines habitudes de vie. J'utilise justement le jeu dans l'anxiété. Donc tout ça, ça se fait très bien. Mais là, c'est de voir comment inclure ça peut-être avec les personnes qui sont moins habituées au vocabulaire du jeu, mais de voir des outils un peu plus concrets, que j'aimerais confectionner dans mon intervention avec les adolescents et les adultes. Ça, c'est ce que je souhaite mettre en place. Niveau, encore une fois, clinique, professionnelle, je rêve de mettre en place des séances de, jeux de rôle, mais vraiment dans un but d'intervention, de groupe sur les habiletés sociales et la communication. Donc ça, c'est un projet que je commence à mettre en place et que j'aimerais faire sous forme d'intervention de groupe, bon, lorsque le confinement et autres, la situation me le permettra. Donc là, j'ai du temps quand même pour, mettre en place ce projet-là. Heu, donc là, ça serait sûrement au niveau peut-être plus, académique, scolaire et public, où je vais voir si ça peut se créer au niveau, privé. Hem Sinon, bon, je continue ma formation aussi au niveau privé pour encore plus me perfectionner, ça c'est de mon côté. Puis au niveau vraiment de l'Udipsy, qu'est-ce qui se passe dans le futur? Bon, en ce moment, je mets en place différents petits projets collaboratifs, pour encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ça devienne une plateforme d'échange collaboratif entre différents gens de différents milieux du jeu. Je mets en place prochainement un projet, ça s'appelle, la place des femmes dans le jeu, parce que ça reste que c'est un domaine qui est assez, masculin de ce que j'observe. Il y a pas beaucoup de créateurs de contenu, de concepteurs de jeux qui sont, bon, qui sont des femmes, heu, ou qui s'identifient comme femmes, donc je ne vais pas faire de discrimination ici. Donc en fait, je commençais à interviewer des gens, des femmes, ou des personnes qui s'identifient comme femmes, qui sont dans le domaine pour faire ressortir un peu leur implication. Puis sinon, j'essaie de mettre en place des analyses de jeux pour vraiment comme partager aux gens qu'est-ce que les jeux peuvent apporter. Donc la mécanique, le design de jeu, les différents styles de jeu, qu'est-ce que ça peut apporter au niveau du bien-être et de la santé mentale. Donc c'est ce que je mets en place sur, la plateforme Ludipsy. Super. Ah, tu as un agenda bien, bien chargé. Quand même! Et à travers tout ça, ben, c'est de moi-même garder mon équilibre de vie et mon bien-être mental. Je te le souhaite. Eh Merci. ben, écoute, je te remercie beaucoup, Elsa, pour cet échange. Puis je Merci. te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, puis je suis vraiment contente qu'on soit rentrés en contact et qu'on aille, collaborer ensemble. Donc, bonne chance de ton côté avec, les podcasts d'Homo Ludens. Merci, Elsa. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt!